Il a été avec nous, il est toujours avec nous. Il vient d'arriver tout fraîchement du Ghana pour participer à cette conférence. Il va nous en dire davantage. C'est le docteur Nyaka Lagoke. Et sachez tout simplement qu'il est le fondateur du Forum pour le réveil du panafricanisme. Et on sait que le docteur Nyaka est très ancré dans la lutte pour le panafricanisme. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Germain. Voilà, je pense que nous allons sacrifier à la tradition. Je voudrais vous souhaiter la bonne heureuse année. Merci beaucoup. Voilà pour cette année 2019. Okay, et bien sûr que cette lutte que vous avez commencée depuis un certain nombre d'années, voilà, aille en ascension, de sorte à ce que véritablement les Africains comprennent la portée et l'importance du panafricanisme. Alors tout à l'heure nous allons en parler parce que des fois on se pose la question de savoir quand on parle de panafricanisme, de quelle tranche de la population parlons-nous et à quelle tranche de la population s'adresse le message du panafricanisme. Alors nous allons en parler tout à l'heure. Est-ce que c'est cette tranche dite intellectuelle et nos parents du village? Qu'est-ce qu'ils en savent du panafricanisme? Tout à l'heure, vous allez nous en dire davantage. Donc, bonne et heureuse année 2019. Merci beaucoup, merci. Bonne et heureuse année à l'équipe d'Ivoire TV et puis à tous les Ivoiriens qui nous suivent. On espère que l'année 2018 sera une année assez différente. Est-ce que l'année 2019 soit l'année de la délivrance, parce que 2018 a été une année difficile en Côte d'Ivoire. Alors, docteur, vous venez d'arriver du Ghana. La première question que je voudrais bien sûr vous poser, qu'est-ce que la conférence de tous les peuples africains? Ok, merci. La conférence de tous les peuples africains est une conférence qui a été organisée par Kwame Nkrumah en 1958. Un an après l'indépendance du Ghana. Et puis la conférence était très importante. Elle a contribué à implanter le panafricanisme sur le continent africain. Et puis avec elle, c'était une nouvelle appellation des rencontres panafricanistes ou panafricaines. Et donc avant la conférence de 58, il y a eu la première conférence de 1900 de Sylvester Williams, qui est de Trinidad. Il y a eu les conventions de Marcus Garvey, qui est de la Jamaïque. Il y a eu les congrès panafricains de W.B. Du Bois de nationalité nord-américaine. Et puis, quand on parle de ces congrès-là, on parle de celui de 1945, qui se focalisait sur la décolonisation de l'Afrique. Et George Padmore de Trinidad a joué un rôle important. Il était secondé par Kwame Nkrumah. Donc, mais c'était sous le leadership de W.B. Du Bois. Et donc, quelques instants après, Nkrumah rentre au Ghana en 1947. Il rejoint une organisation, un parti politique, United Gold Coast Convention, UGCC. Et puis après, en 1949, donc il y a eu une dissension parce qu'on trouvait qu'il allait très vite. Et il crée le 12 juin 1949 le CPP, le Convention of People's Party. Et quelques instants plus tard, il devient le Head of Government Business après avoir gagné les élections. Et puis, donc, Nkrumah allait donc travailler à faire accélérer le panafricanisme. Et donc, comme lui qui avait dit que l'indépendance du Ghana était insignifiante, il n'était pas lié à la libération totale du continent, il allait mettre ses ressources, son pouvoir politique à faire accélérer la lutte pour le panafricanisme. Donc, en 1958, donc, il organise cette conférence qui réunit plus de 300 personnes. Et puis des gens qui allaient devenir ambassadeurs, premiers ministres, présidents, étaient à cette conférence-là. Pour juste donner quelques noms, Patrice Lumumba était là-bas, Kenneth Kaunda était là-bas, Mugabe y était, Julius Nyerere y était, Frantz Fanon y était là-bas, il représentait l'Algérie, il allait devenir l'ambassadeur du Front National de Libération algérienne au Ghana. Donc voici, c'était une conférence très importante et elle était passée aux oubliettes et notre travail, c'est justement d'éduquer les populations africaines pour que les Africains se rendent compte que le panafricanisme a connu son âge d'or. Alors, docteur Nyaka, on sait que le président Nkrumah a été pratiquement chassé du pouvoir par la population ivoirienne, même si aujourd'hui on dit que c'est ghanéenne, pardon, même si on dit aujourd'hui c'est l'homme du millénaire, il a été voté unanimement comme l'homme du millénaire, il a été chassé du Ghana. Alors, est-ce qu'en son temps, les gens, la population, est-ce qu'en son temps, la portée du message défendant corps et âme le panafricanisme a été véritablement entendu, d'abord au niveau du Ghana et sur le plan international? Non, c'est-à-dire que c'est sûr que
Nkrumah était confronté à une situation assez complexe. On était en plein dans la guerre froide. Et puis, les pays africains, le Ghana était le premier président de l'Afrique noire à devenir indépendant. Et donc, ce que le Libéria n'a pas pu faire, ce que l'Éthiopie n'a pas pu faire, le Ghana a symbolisé cela. C'est un peu comme Haïti qui devient indépendant au 19e siècle, c'est ce que le Ghana a symbolisé. Donc, avant qu'il ne soit renversé, il a naturellement fait accélérer l'histoire de l'Afrique. Et pour vous donner quelques exemples, Dr. King, qui était le leader montant du droit civique ici aux États-Unis, et puis beaucoup de leaders des droits civiques des États-Unis étaient là-bas en 1957 à la cérémonie d'inauguration de Kwame Nkrumah. Et donc, ici, les gens regardaient le Ghana comme un symbole d'espoir. Si le Ghana est devenu indépendant, nous aussi, aux États-Unis, ici, c'est ce que les Noirs se disaient, on peut conquérir notre liberté, notre intégration dans la société américaine. Donc, et ça, c'est un exemple. Et il y a eu beaucoup d'autres choses. Et donc, la conférence de 58. Après cela, il y a eu la série de conférences de tous les peuples africains, au niveau des syndicats, au niveau des femmes, au niveau des jeunes. Et donc, de 1957 jusqu'à 1966, pendant au moins une bonne dizaine d'années, à Nkrumah, et puis avec bien d'autres personnes comme les Sékou Touré, les Gamal Abdel Nasser, ils ont vraiment fait accélérer l'histoire du panafricanisme. Alors, Dr Nyaka, je sais que, sans prendre le risque de me tromper, je sais que vous respirez Kwame Nkrumah. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, Dr Nyaka Lagoke, sur les traces de Kwame Nkrumah? Parce qu'on a vu, quand vous êtes allé au Ghana la dernière fois, vous avez fait une photo au monument de Kwame Nkrumah avec le signe de Kwame Nkrumah. Dr Nyaka Lagoke, sur les traces de Kwame Nkrumah, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour faire passer le message? Non, Nkrumah c'est un géant. Nkrumah était un géant. C'est votre idole? Non, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de. J'ai un certain nombre de personnes que j'ai admirées quand j'étais jeune et que j'admire. C'est sûr que Nkrumah a peut-être la première place, ça c'est sûr, parce que c'était un homme de vision. Il était quelqu'un qui a été au pouvoir et qui a fait en sorte que le Ghana soit le symbole, ce que le Ghana a représenté. Parce que quand il donne le nom de Ghana, c'était ce grand empire en Afrique occidentale qui était impliqué dans le commerce transaérien. Et donc cet empire qui a émergé sur la côte ouest à partir du 9e siècle, qui est devenu important un peu plus tard, 10e, 11e siècle. Donc c'est ce nom-là qui donne, donc, si tu veux, à la colonie britannique de Gold Coast. Donc, après, quand on voit la Rhodésie devenir Zimbabwe, et quand on voit la Rhodésie du Sud devenir Zimbabwe, quand on voit, par exemple, le Soudan français devenir le Mali, et quand on voit la Haute-Volta devenir Burkina Faso, donc Nkrumah, même dans ça, en choisissant le nom, en débaptisant ces colonies-là, c'était un pionnier. Donc, il a écrit 14 ouvrages, il a été au pouvoir pendant une quinzaine d'années, les gens ont tenté de le renverser, et donc quand il a été renversé, on a dit que les gens l'ont traité de tous les noms, c'était le diable, l'incarnation du diable, tout a été dit. Et puis maintenant, il y a eu près de 7 régimes successifs au Ghana, et jusqu'à ce que Rawlings arrive au pouvoir. Donc quand Rawlings arrive, lui, il allait naturellement, c'est un militaire, donc s'il est de main de fer, il allait gouverner le Ghana, et donc il a donné une certaine stabilité au Ghana. Donc quand vous allez au Ghana, même si les Ashantis certains hommes politiques ashantis veulent réduire l'importance de l'héritage de Kwame Nkrumah, vous rencontrez les Ghanéens, vous allez rencontrer une dizaine, une vingtaine, quand vous allez demander d'après vous, qui est l'homme le plus important pour l'histoire du Ghana politique, dans l'histoire politique, tout le monde va vous dire que c'est Kwame Nkrumah. Même tout le monde, malgré bien sûr qu'il y a les cadres ashantis qui vont tout faire pour essayer de réduire son héritage politique, mais c'est impossible. Parce que c'est lui seul qui a sa statue devant le siège de l'Union africaine. Les gens vous disent, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas la statue de Haïlé Sélassié? Mais pourquoi on n'a pas la statue d'un tel? Donc quand on analyse son énergie, le temps qu'il a mis, les ressources, quand
Sékou Touré a dit non à De Gaulle le 28 septembre 1958 et que De Gaulle, la France impérialiste, ils ont tout pris de la Guinée en partant, même les ampoules, ils ont tout débranché. Mais c'est Nkrumah qui a donné, je crois, il y en a qui disent 10 millions de livres sterling dans le temps, ou bien 20 millions, c'était beaucoup d'argent. C'est comme ça que, au nom de la solidarité panafricaine. Donc, c'est tout cela qu'on regarde. C'est sûr qu'il a commis des erreurs. Certains estimaient, par exemple, qu'il aurait bien pu gérer l'histoire de Ashanti, enfin, le royaume Ashanti qui voulait faire sécession d'une certaine façon. Bon, ça, c'est la Côte d'Ivoire a eu le même problème, mais je veux dire qu'il y a eu plus d'éléments positifs dans la carrière politique de Kwame Nkrumah que d'éléments négatifs. Alors, docteur, quels étaient les points saillants de cette conférence? Oui, on a fait la conférence au Ghana, et puis le plus important, c'est que, bon, on voulait, c'est-à-dire le combat inachevé de la libération et de la transformation économique de l'Afrique, c'était le thème. Et puis, ce qui est important, c'est que, un peu comme ce qui se passait en 1958, il y a des gens qui avaient des groupes nationalistes, des partis politiques, même qui étaient opposés dans les différents pays, les syndicats. Donc les gens ont réussi grâce à Kwame Nkrumah et puis surtout Georges Padmore de Trinidad qui, lui, avait à un moment donné travaillé en Union soviétique. Son travail, c'était de recruter les cadres nationalistes africains afin de les impliquer dans le combat de l'Union soviétique contre l'impérialisme occidental. Et donc, c'est lui, quand l'Éthiopie a été attaquée en 1935, et il s'est rendu compte que la Russie n'était pas en train de fonctionner comme il le souhaitait. C'est comme cela qu'il s'est détaché de l'Union soviétique. Et après, il a rejoint le mouvement panafricain. Et comme ça qu'il a contribué à créer des mouvements panafricains. C'est lui qui a été l'élément essentiel, l'architecte de la conférence de 58 à cause de son réseau qu'il avait. C'est vrai, Nkrumah était le leader, mais Padmore, dans l'histoire du panafricanisme, a joué un rôle tellement important que quand on parle de la conférence de 58, c'est lui qui était, comment on dit, le directeur de la campagne, en fait, de la conférence. Maintenant, celui qui dirigeait les travaux, c'était Tom Mboya du Kenya. Mais ils ont réussi à rassembler tous ces gens-là. Nous, le problème du mouvement panafricain, un peu comme hier, c'est qu'il y a beaucoup de groupes qui travaillent et les gens travaillent de façon séparée. Et donc les gens ont du mal à venir ensemble. Ce qui se passe depuis quelques instants au Ghana, c'est que l'année dernière, il y a eu le deuxième festival Kwame Nkrumah, le deuxième festival panafricain intellectuel et culturel Kwame Nkrumah. Et puis, ça a été organisé sous le leadership de celui qui dirigeait la chaire Kwame Nkrumah, sous l'égide de l'Institut des études africaines, Dr Campbell de Syracuse University. Et donc, l'Institut des études africaines au Ghana, Dr Campbell. Nous avons une amie, un Dr Mjiba Freeworth, avec qui on a fait le doctorat à Howard University, qui est membre du All African People Revolution Party, qui était une organisation que Kwame Nkrumah a suggérée après la conférence de 58. Et donc, elle enseigne au Ghana. Elle a travaillé avec nous dans le cadre du Forum pour le réveil du panafricanisme. Et donc, elle était dans le comité d'organisation de la conférence de l'année dernière. Et cette année, c'est elle qui était la coordinatrice. Et donc, la particularité de cette conférence, c'est que Lincoln University, où Kwame Nkrumah a travaillé, où j'enseigne, était représenté, était impliqué dans la stratégie globale de la conférence de cette année. Donc, des groupes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble sont en train d'apprendre à travailler ensemble. Donc ça, c'est l'élément essentiel numéro 1. Le deuxième élément, c'est que depuis l'année dernière, les organisateurs de cette conférence panafricaine au Ghana ont estimé qu'il fallait soutenir, sponsoriser la participation d'une délégation de Côte d'Ivoire et d'une délégation du Burkina, comme par hasard. Donc cette année, on a eu près de 25, il y a eu une trentaine d'Ivoiriens, qui représentaient différentes organisations, associations d'étudiants, association Vision Future, il y a le Devoir Citoyen, il y a eu le Club panafricain universitaire, il y a eu le MAPSI, et puis il y a Volet Vert. Donc c'est toutes ces organisations qui ont été représentées au Ghana. Et donc c'était beau de voir des Ivoiriens venir s'éduquer par rapport au panafricanisme et apporter leur contribution. De l'autre côté, avec le Burkina, il y avait la génération Kizerbo. Joseph Kizerbo, l'historien, était à la conférence de 58, et donc une organisation qui se réclame de lui,
appelée la génération Joseph Kizerbo, dirigée par Marie Parfait, a fait le voyage. Cette année, ils étaient au nombre de 18, ils sont venus de Ouagadougou. Il y a eu naturellement Serge Bayala, qui est membre du comité de Thomas Sankara, Memorial Comité Thomas Sankara, qui était là. Et donc, c'est pour que vous voyez, bon, c'est vrai qu'avec le groupe des Ivoiriens, celui qui coordonnait tout cela, c'est Pierre Elie, président de l'association Vision Future. Donc, voilà un peu, deuxième élément qui était important, et troisième élément, je peux même dire le troisième élément, le deuxième peut-être Lincoln University, troisième avec les jeunes. Et puis, on s'est rendu compte que quand Nkrumah, en 1958, autour de 58, a pensé qu'il fallait accélérer l'histoire de la création des États-Unis d'Afrique, il a essayé de le faire en s'appuyant sur la Guinée. Donc il y a eu l'Union Guinée-Ghana autour de 58-59. Et puis de l'autre côté, on avait la Fédération du Mali, qui était composée du Soudan français, actuel Mali, le Sénégal, le Dahomey, la Haute-Volta, et naturellement, ces deux tentatives de fusion en Afrique de l'Ouest n'ont pas marché. Nous, en réclamant donc l'esprit de la conférence de 58 et tout ce qui se faisait autour de cette conférence de 58, à la lumière de la crise politique en Côte d'Ivoire et à la lumière de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui est mêlée à l'histoire du Burkina Faso, nous estimons que le panafricanisme du XXIe siècle ne peut se réaliser qu'avec la Côte d'Ivoire de façon efficace. Parce que notre pays est une nation multiculturelle, la Côte d'Ivoire est une nation, le microcosme des États-Unis d'Afrique. À Accra, on avait des Ouattara, ça va vous surprendre, mais c'est ça la réalité. On avait des Ouattara, on avait des Soro, on avait des Kwasi, on avait des Kofi, on avait des Bayero, on avait des Oku. Et donc, c'était la Côte d'Ivoire profonde qui était représentée à Accra. Donc, si nous avons compris cela et qu'on estime qu'il faut s'appuyer sur un pays dans la sous-région pour pouvoir faire accélérer l'histoire du panafricanisme, comme Nkrumah a essayé de le faire avec la Guinée, nous estimons que c'est avec le Burkina Faso. Donc, voir ce symbolisme, de voir deux grands contingents, un de la Côte d'Ivoire et un du Burkina Faso, dans un contexte de tension interne respective aux deux pays et dans un contexte de tension entre les deux pays, pour nous, c'est le signe des temps et les ancêtres sont à l'ouvrage et c'est le chemin que nous avons emprunté et c'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler. Alors docteur, je voudrais, excusez-moi, vous êtes le fondateur du Forum pour le réveil du panafricanisme. Succinctement, parlez-nous un peu de... on a eu plusieurs émissions ensemble, on n'a jamais parlé de votre organisme. Succinctement, parlez-nous un peu de votre organisme. Quelle tranche de la population visez-vous? Est-ce que c'est une population typiquement intellectuelle? Si oui, dans quel sens orientez-vous vos actions au niveau des Africains lambda, au niveau de ceux-là dits non intellectuels? Non, c'est-à-dire que quand nous avons fait, avant même que je ne finisse mon doctorat en 2000, que j'ai fini en 2009, donc on a lancé, des amis et moi, on a trouvé que les gens ne parlaient pas du panafricanisme à Washington DC, donc il fallait créer une association. Il y a beaucoup d'associations qui existent. De temps en temps, il y en a qui se réclament du panafricanisme, mais organiser une plateforme de façon continue, régulière, discutant des sujets liés au panafricanisme, rassemblant les Africains, les peuples de descendance africaine et des gens qui ne sont pas noirs, mais qui croient à la justice et à la liberté, nous l'avons fait. Vous voulez dire des intellectuels en fait? Non, j'arrive, nous l'avons fait. Parce que les Nkrumah étaient des intellectuels. Nous l'avons fait. Que faites-vous? Non, j'arrive. Nous l'avons fait. Donc, quand nous l'avons fait à DC, donc avec, naturellement, vous étiez des témoins, vous avez contribué comme d'autres camarades, et nous avons contribué à mener ce débat. Quand on me pose cette question, je vais prendre un peu de temps, je vais répondre à cette question, et vous allez voir que peut-être d'autres personnes ne poseraient plus la question. Quand on a fait ce forum, quelques instants après, on a fait aussi... On a lancé la journée, en fait, Thomas Sankara, une conférence annuelle que nous avons commencé à organiser depuis 2012. Et donc 2015, nous avons aussi lancé notre plateforme Cuba, l'Afrique et le monde, vous mettre l'accent sur l'internationalisme et la contribution de Fidel Castro à l'indépendance de l'Afrique et puis naturellement à l'internationalisme, au multilatéralisme. Maintenant, la question que les gens nous posent,
Bon, vous êtes ici, vous êtes aux États-Unis, vous faites vos choses, à quel moment vous allez être sur le terrain? Ça, c'est la question qu'on attendait. Et le jour où mon ami Mjiba Freywot a eu le boulot à l'Institut des études africaines au Ghana, à l'Université du Ghana, nous étions heureux. Moi, j'étais plus heureux, pas par rapport au boulot, j'étais content pour cela, mais j'étais content aussi, surtout parce que j'avais entrevu que les conférences que nous sommes en train de faire ici, nous allions maintenant les faire sur le terrain en Afrique. Et tout à l'heure, je viens de vous dire... Entre intellectuels. Je viens de vous dire, non, il y a eu quelqu'un, un de mes amis, de mes petits, qui est à Abidjan, et qui travaille avec Kémy Seba. Ben, bon, lui, quand tout le monde, il raconte les gens, il dit aux gens qu'il n'est pas à l'école. Ce n'est pas seulement les intellectuels. Combien de chefs de village Non, j'arrive. C'est un travail. J'arrive. C'est un travail, ce que je vais expliquer, c'est un travail qui se fait de façon graduelle. Moi, on a fait ce qu'on a fait ici aux États-Unis depuis 2 ans, bien sûr, et même avant cela. On a fait participé à des forums au Ghana, en Namibie, en Afrique du Sud, bien d'autres personnes. Ce que je veux dire, c'est que le combat est maintenant sur le terrain et on se rend compte que nous sommes en train de mobiliser des gens au-delà de ce qu'on peut considérer comme étant intellectuel, parce que en 1958, les syndicats étaient impliqués. J'ai oublié de le dire, il y a un monsieur qui s'appelait Balogun, qui a peut-être plus de 80 ans, qui était le chairman de la conférence de cette année, mais qui était à la conférence de 1958. Et donc, il y avait des syndicats qui étaient impliqués, la centrale syndicale, le Trade Union, TUC de Ghana, ils étaient impliqués, ils étaient dans la conférence que nous venons d'organiser. Ce que je veux dire, c'est que l'année prochaine, ou bien même peut-être dans 2 ans, nous sommes en train de tout faire pour impliquer des gens qui ne sont pas intellectuels, pour employer le mot que vous êtes en train d'employer. Maintenant, le travail évolue. Et nous sommes en train de chercher à trouver les éléments pour que les gens puissent comprendre ce que c'est que le panafricanisme. Je prends l'exemple, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit plusieurs fois, parfois, les pro-Babo ou bien ceux qui s'appellent Gore n'ont pas envie d'entendre cela. Ben, l'une des faiblesses que nous avons toujours dénoncées dans la démarche politique de Gbagbo, c'est qu'il n'a pas embrassé le panafricanisme en tant que tel. Mais Gbagbo Laurent a été nationaliste. Et donc son combat pour le nationalisme et son combat pour la souveraineté économique et politique de la Côte d'Ivoire, son combat a eu un impact, et donc l'histoire aussi de sa tragédie, l'histoire de ce qui lui est arrivé, tout cela a eu un impact sur l'éveil du nationalisme en Côte d'Ivoire, et puis sur l'attachement et le renforcement de l'attachement des Ivoiriens à la question de la souveraineté nationale. Donc ce sont des facteurs, importants. Quand on voit les femmes, quand on a dit que Gbagbo devait être libéré, et que les gens dansent, mais pourquoi? Ils savent qu'il est dans une prison des Blancs. Les gens savent aussi que Gbagbo est là-bas, pas forcément à cause d'Alassane Ouattara, mais aussi et surtout à cause des Blancs. Donc quand les gens expriment leur joie, c'est une révolte contre ce que nous appelons le néocolonialisme français. Tout cela, ce sont des éléments que nous devons prendre en compte quand nous sommes en train de faire une analyse sur le panafricanisme. Ce n'est pas seulement où on s'assoit pour dire l'Afrique n'a qu'à être unie, mais le panafricanisme en tant qu'idéologie est à l'intérieur de chaque Africain. Quand on voit que des Africains aspirent à la dignité, que les gens aspirent à la liberté, qu'on aspire à l'unité, on n'a pas forcément besoin d'être intellectuel pour avoir ces sentiments et ces sensations. C'est ce que je voulais juste dire à ce niveau. Alors docteur, nous allons parler un peu de panafricanisme, d'environnement politique en Afrique. Nous allons prendre le cas de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le message que vous véhiculez, le message pour lequel vous êtes toujours en 2 avions, vous êtes toujours en 2 routes, en 2 États, ici aux États-Unis et bien sûr dans le monde entier, est-ce que vous pensez que c'est un message qui est véritablement entendu par nos responsables en Afrique et surtout nos responsables en Côte d'Ivoire? Oui, la Côte d'Ivoire... Vous parlez du réveil du panafricanisme. La Côte d'Ivoire, historiquement parlant, la Côte d'Ivoire, je l'ai dit une fois ici avec vous, la Côte d'Ivoire a raté 2 tournants historiques pour pouvoir accélérer l'histoire du panafricanisme. Le premier tournant, c'était autour de l'adoption de la loi cadre
1956, et puis après, il y a eu la formation de la communauté franco-africaine de 1958, et puis quand on est devenu indépendant, donc Houphouët-Boigny, à cause de sa relation et de sa perspective du monde, il n'était pas du côté de ceux qui étaient en train de lutter pour l'unité de l'unité africaine. Et donc, il a été accusé d'avoir contribué à balkaniser l'Afrique. Et puis, donc, ça, c'était le premier tournant que nous avons raté. Le deuxième tournant, je l'ai déjà dit, c'est avec Gbagbo. Gbagbo Laurent était un peu dans son combat politique, entre dans la lignée du combat de Félix Houphouët-Boigny. Et nous avons estimé que c'était à lui d'articuler un discours panafricain comme il se devait, afin que le combat puisse être accéléré. Malheureusement, avec Alassane Draman Ouattara qui a émergé sur l'échiquier politique et qui, naturellement, n'a pas dit la vérité sur sa nationalité, et donc il y a eu un repli sur soi, comme au temps du Houphouët-Boigny, et donc cela nous a conduit dans la guerre, avec l'ivoirité opposée à la charte du Nord de Ouattara qui ne peut pas être candidat, Ouattara qui peut être candidat, et donc ça fait que les gens ont perdu de vue. Je crois que Gbagbo Laurent a perdu de vue il a perdu de vue l'élément essentiel de son combat, qui était effectivement de lutter pour la souveraineté. Le reste du temps, il a passé tout son temps à chercher à gérer une crise qu'on lui a imposée et qu'il aurait pu éviter si effectivement l'histoire de Alassane Draman Ouattara avait été réglée autrement. Donc voilà un peu. Maintenant, il est dit que la tragédie de Gbagbo, l'histoire c'est-à-dire son parcours, tout le monde sait, et que ça a contribué à éveiller les consciences africaines. Il y a des gens que nous connaissons un peu partout, que nous rencontrons partout où on va. C'est vrai, il y a des gens qui l'attaquent, mais il y a des gens qui estiment que c'est un digne fils africain. Et quand les Camerounais se mobilisent pour Gbagbo Laurent, c'est au nom de quoi? Ce n'est pas au nom du nationalisme africain, mais c'est au nom du panafricanisme. Quand des Maliens ou des Sénégalais que nous connaissons se mobilisent par rapport à Gbagbo, c'est justement par rapport à cela. Donc aujourd'hui, il est devenu le symbole de la résistance africaine contre le néocolonialisme, et cela contribue à faire avancer la conscience collective panafricaniste. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Maintenant, même au temps de Kwame Nkrumah, les Africains les Africains n'avaient pas les mêmes priorités et ils n'avaient pas les mêmes objectifs. Aujourd'hui, de quoi il s'agit? Des gens comme Alassane Draman Ouattara ou des gens comme Soro Guillaume ou bien tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne peuvent pas prétendre être des défenseurs du panafricanisme parce que c'est une idéologie, c'est un discours avec lequel ils ne sont pas confortables, parce que le panafricanisme c'est aussi l'expression d'un certain nombre de valeurs, comme quoi la dignité africaine, l'unité, la solidarité, le partage, la compassion. Ils ne sont pas en train de symboliser ces valeurs-là, donc naturellement ils feront tout pour pouvoir s'opposer à un projet, mais qui est inscrit dans la marche historique de notre pays. Maintenant, si les gens de ma génération ou beaucoup plus âgés s'en mettent aux antipodes du mouvement panafricain, ou encore des gens qui sont proches de Gbagbo, qui partagent son combat, mais qui sont tellement obnubilés par l'histoire de Gbagbo qu'ils ont du mal à transcender le nationalisme ivoirien, il n'y a pas de souci, mais il y a un certain nombre de personnes avec lesquelles nous parlons en Côte d'Ivoire, et il y a, comme je vous ai dit, il y a une trentaine d'Ivoiriens qui sont venus. L'année dernière, il y avait à peu près le même nombre. Donc c'est le travail que nous sommes en train de faire. Et donc on fait un travail de fourmi, pour citer Hamzat Boukari, ou bien nous sommes en train de faire un travail d'une toile d'araignée. Et donc nous sommes en train d'évoluer par cercle concentrique, et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Quand l'espace sera créé en Côte d'Ivoire, comme je parle souvent de la théorie des facteurs historiques favorables, nous sommes en train de faire notre travail. Et puis les conditions seront créées à un moment donné. Et quand les conditions seront créées, et que Alassane Draman Ouattara ne sera plus au pouvoir, ou les gens qui partagent son idée ne seront plus au pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? L'attachement à la souveraineté nationale, l'attachement au nationalisme que Laurent Gbagbo a contribué à renforcer, et que Houphouët-Boigny, d'une certaine façon, a contribué à véhiculer dans la conscience collective ivoirienne, et que même Bédier, parce que je me souviens qu'on était jeunes, quand Bédier, à un moment donné, quand on était jeunes, je me souviens qu'on disait que le président Bédier était venu avec le concept de la souveraineté économique en Côte d'Ivoire, avec les chaînes PAC, tout cela. Ça, c'était avec Bédier. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu
il y a eu la mauvaise gestion. Mais donc, on était jeune et puis on entendait ce genre de choses. Donc, la Côte d'Ivoire, là, même si les Français ou les Occidentaux pensent qu'ils peuvent nous gérer de façon éternelle, là, mais nous sommes attachés à la liberté, nous sommes attachés à la dignité, et puis la Côte d'Ivoire était une nation melting pot. Nous sommes tellement mélangés que la notion d'unité africaine, là, c'est ça, notre pays est l'expression de cela. Tout à l'heure, dans vos propos, vous avez dit nous faisons notre travail. Alors, ce travail que vous êtes en train de faire sur le terrain pour éveiller la conscience panafricaine, panafricaniste, le faites-vous par délégation? Et on pourrait se poser la question, à quand votre présence physique sur le terrain? Non, quand on parle de présence physique, vous parlez de la Côte d'Ivoire? Ah bon, bien sûr. Non, pas du problème. Je serai en Côte d'Ivoire quand le temps sera, comment dire en anglais, when the time is right. Je serai en Côte d'Ivoire, comme je vous l'ai dit. Donc, vous le faites par délégation? Non, pas par délégation, pas une affaire de délégation. Aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Donc, il y aura des milliers de personnes qui vont regarder l'interview. Donc, on a fait, bon, je n'ai pas envie de parler ainsi, mais quand on faisait les conférences sur, bon, quand vous me permettez, quand on faisait les conférences sur Sankara, les gens pensaient qu'on perdait le temps. Et puis un jour, il y a eu la révolution burkinabé. Bon, humblement, quand les médias, la Voix d'Amérique veulent appeler quelqu'un à DC ou bien aux États-Unis par rapport à Sankara, bon, s'il y a 3 personnes, je fais partie de ces 3 personnes. Donc c'est ce travail qu'on fait. Donc souvent, je n'aime pas expliquer cela parce que ça peut paraître comme si c'était de la vanité. C'est pour cela qu'on ne parle pas de ça. Donc de 2014, bon, quand on a fait des interviews, Voix d'Amérique et après Smokey, qui était impliqué dans la révolution, qui a fait tomber Blaise Compaoré, bon, on a facilité le passage de Smokey sur Al Jazeera. Moi-même, je suis passé à la télévision avec Smokey. Donc ce travail de connexion, on le fait. Ce n'est pas forcément une conférence qu'on fait, mais c'est-à-dire que c'est un travail d'éducation, une affaire de networking. Quand en 2015, il y a eu, Djendjira a fait son coup d'État, mais encore, on a été sollicité. Et cela, ça se fait qu'il s'agisse de Thomas Sankara, du Burkina Faso, ou de Kwame Nkrumah, ou de Gbagbo Laurent, ou bien qu'il s'agisse de Nelson Mandela. Quand nous sommes sollicités pour intervenir sur les différentes chaînes de télévision nationales et internationales, notre objectif principal, là, c'est de faire véhiculer le message du panafricanisme. Donc nous utilisons les médias qui nous sont opposés au panafricanisme de façon naturelle pour pouvoir faire passer ce message. Donc quand on va au Ghana, que les gens nous disent « Ah, M. Nyakan, mais vous avez participé à un débat, la fois passée avec un Ghanéen à la Voix d'Amérique. » Bon, les gens nous reconnaissent, le message là, les gens font attention à cela. Donc bref, on n'était pas sur le terrain. Maintenant, le Ghana est un espace par lequel que nous utilisons pour faire avancer le combat. Qui est très proche de la Côte d'Ivoire. Et le Burkina Faso, où nous avons beaucoup de connexions, même si Blaise Compaoré veut revenir, aujourd'hui, l'espace a été créé, les valeurs de Thomas Sankara sont en train d'être partagées, les gens s'éduquent sur Thomas Sankara. 2020, en Côte d'Ivoire. Non, avant de parler de 2020, peut-être que on va demander la permission à la régie. Avant de parler de 2020, à la sortie, sortie de ce conférence. Je ne sais même plus comment dire, à la sortie de cette conférence-là au Ghana, nous avons décidé de mettre sur pied une série de conférences qu'on va appeler The All African People's Convention. Un peu pour garder le sigle de All African People's Conference que l'Nkrumah a organisé, afin de coordonner nos activités. Donc, à partir du forum, nous allons aller à partir du forum de Sankara, de Cuba, l'Afrique, le monde. Nous allons arriver à la mise sur pied de cette plateforme-là, de All African People's Convention. Nous avons lancé un mouvement panafricain, dont je ne vais pas dire le nom maintenant, qui existe depuis quelques années. Et donc, nous estimons que le temps est venu de rendre public ce mouvement panafricain, compte tenu du fait que des gens sont au Burkina, au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ils estiment que bon, il y a eu des difficultés pour coordonner les efforts par rapport au panafricanisme. Donc, nous allons lancer ces 2 structures-là, une plateforme de conférence panafricaine
ce mouvement panafricain qui existe. Au moment opportun, voilà. On va en parler. Voilà. Votre maintenant, pour 2020, vision, d'ici 2020. Non, 2020. De maintenant à 2020. Non, 2020, moi, je n'ai pas envie de parler trop de 2020. Tout ce que je sais, c'est que je vous ai dit ici que Ouattara avait échoué. Alors, Ouattara a échoué sur toute la ligne. Il peut construire les tours les plus grands en adaptant la Côte d'Ivoire. Il peut construire des routes, il peut faire des ponts. On apprécie cela. Mais voilà, comme je l'ai dit, on ne vient pas se plaindre de l'ivoirité. Et puis qu'on prend le pouvoir, et puis on impose la charte du Nord, on impose le rattrapage ethnique, et ça, on ne fait pas cela. Et donc, parfois, quand je le regarde, je me demande où il croit qu'il se trouve. C'est-à-dire que les gens du Nord, c'est-à-dire que même dans les rêves les plus fous, là, ce qu'ils font là, ça ne peut pas durer en Côte d'Ivoire. Le régime du fou, là, a duré 33 ans. Leur affaire, là, ça ne peut pas faire le tiers de 33 ans. Donc, ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, tu ne peux pas te plaindre d'avoir été écarté du jeu politique. Et puis, quand tu arrives à ton travail, là, d'envoyer d'abord la CPI, et puis bon, après, essayer comment on dit en anglais, to deceive, c'est-à-dire de faire de la fourberie, de tromper Gbagbo et Bédié, pour lui faire croire qu'effectivement, 2020, ça va être le tour du PDCI, alors que tu ne crois pas en cela. Et que toi-même, soit tu veux te maintenir au pouvoir pour un troisième mandat, ou bien tu veux mettre quelqu'un là qui va venir continuer ton projet. Deuxième faute grave de Alassane Dramane Ouattara. Donc, 1, Gbagbo en prison, Bédié. Et puis 3, nous avons dénoncé Soro Guillaume. Parce que quand Soro quand on était jeune, quand moi j'étais journaliste, Soro Guillaume faisait partie des gens pour qui j'avais beaucoup de respect. Ça, je l'ai dit aux gens plusieurs fois. J'avais beaucoup de respect pour Soro quand il était étudiant. Je ne le connaissais pas trop, je l'ai vu une ou deux fois. Puis après, j'ai eu à faire 2 ou 3 choses avec lui. Quand j'ai découvert sa nature profonde, donc j'ai commencé à avoir du dégoût pour ses valeurs. Ça, c'était même avant la rébellion. Et puis, il est rentré dans la rébellion, il a fait ce qu'il a fait. Et ils ont pensé que, bon, ce qu'ils étaient en train de faire, c'était comme ça qu'ils allaient venir installer un nouvel ordre politique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Soro Guillaume est devenu l'agneau sacrificiel qui devrait être sacrifié sur l'escabeau des ambitions d'Alassane Dramane Ouattara. Donc toi, Alassane Dramane Ouattara, hier, tu te plains parce qu'on t'a écarté du jeu politique. Aujourd'hui, tu veux écarter Bédié, tu veux écarter Gbagbo, tu veux écarter Soro Guillaume. Où vas-tu, Alassane Dramane Ouattara? Et 2020 ne se réglera pas en 2020. 2020 va se régler en 2019. Parce que celui qui va... Et ça, je l'avais dit au temps de Blaise. Celui qui remportera la bataille du rapport de force en 2019, il a certainement beaucoup plus de chances de gagner 2020. Ou bien, celui qui fera les élections en 2020 et qui va avoir l'avantage du rapport de force, a naturellement beaucoup de chances de continuer à diriger la Côte d'Ivoire après 2020. Alors, docteur, vous avez posé une question, on va mettre ça en suspens, certainement pour notre émission à venir. Où va la Côte d'Ivoire? Oui, où va la où va M. Ouattara? Bon, voilà, je voulais être dans un sens un peu plus large. Où va M. Ouattara? Ce serait peut-être l'émission d'une émission à venir. Je voudrais vraiment vous remercier de votre présence ici ce soir. Encore une fois de plus, au nom de la direction d'Ivoire TV, vous présentez tous nos voeux, les meilleurs, pour cette année à venir. Chers amis d'Ivoire TV, comme vous l'avez constaté, on recevait ce soir dans nos studios le docteur Nyaka Lagoté, qui est venu tout fraîchement du Ghana pour participer à cette 60e anniversaire, de la conférence qu'a organisée Kwame Nkrumah en 1958. Et bien sûr, le docteur Nyaka Lagoté est le fondateur du Forum pour le réveil du panafricanisme. Bonsoir, dormez bien. C'était Jeremy Kwasi depuis nos studios ici à New York. Bonsoir. Merci beaucoup. Vous l'avez découvert ici. Ce que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.